La cellule était froide. Dehors, dans le vaste et oppressant État du Mississippi, la chaleur accablante de juin semblait faire fondre l'asphalte, faisant vibrer l'air sous la canicule du sud. Les cigales stridulaient à leur chant monotone et le soleil tombait à pic, pesant sur chaque âme foulant cette terre. Mais à l'intérieur des murs de béton et d'acier du couloir de la mort, le temps s'était arrêté. Là, dans un univers parallèle d'angoisse suspendue, les secondes ne s'écoulaient pas, elles rampaient, chacune un écho de l'éternité. Dans l'une de ces cellules, étranger à la chaleur étouffante de l'extérieur mais prisonnier de son propre enfer personnel, gisait Richard Gerald Jordan. Il avait 78 ans, un âge qui, pour la plupart, signifie la tranquillité du crépuscule, les souvenirs apaisants d'une vie vécue. Mais pour Jordan, c'était le poids accumulé de décennies d'enfermement. Il avait passé plus de la moitié de sa vie derrière les barreaux, une période qui faisait paraître dérisoire la liberté qu'il avait autrefois connue. Sa peau, ridée et tachée par l'âge, et son regard, voilé par la fatigue d'une existence interminable, était le témoignage silencieux des années volées, ou peut-être des années payées. Et cet isolement n'était pas un accident. Ce n'était ni un caprice du destin, ni un mauvais coup du hasard. Non. C'était le résultat inévitable d'une décision. Un choix froid et définitif, pris il y a presque un demi-siècle. Un crime, un acte de violence qui le poursuivit, comme une ombre perpétuelle, durant 47 longues années. Pendant tout ce temps, la justice, lente mais inexorable, l'avait traqué, l'avait enfermé et finalement l'avait condamné. Le 25 juin 2025. C'était la date marquée sur le calendrier, la ligne finale dans l'avancée inexorable du temps. Ce jour-là, le crime qu'il avait commis des décennies auparavant, la décision qui avait scellé son destin, le rattraperait enfin. Il n'y aurait plus d'appel, plus de report, plus d'attente. La machine de la peine capitale, une fois enclenchée, ne s'arrête pas. Quelle pensée pouvait traverser l'esprit d'un homme au crépuscule de sa vie, faisant face à l'ultime facture pour les péchés de sa jeunesse? Le silence de sa cellule était un prélude au silence final, l'aboutissement d'un voyage commencé dans la violence et qui s'achevait par l'extinction. L'horloge avance inexorablement vers le 25 juin 2025. Richard Gerald Jordan approche de son heure finale, un homme de 78 ans qui a vécu plus de la moitié de sa vie derrière les barreaux. Mais qui est vraiment cet homme? Un tueur à gages sans âme, une figure froide et calculatrice qui exécuta un crime sur commande sans l'ombre d'un remords? Ou un homme peut-être, pris au piège dans une toile juridique qui s'était resserrée autour de lui, une toile qui, malgré ses décennies d'enfermement, ne lui avait jamais offert la promesse de la rédemption, ni la possibilité d'échapper à son propre passé? Ce n'est pas seulement le récit d'une exécution de plus dans les annales du système pénitentiaire du Mississippi. C'est une plongée profonde dans une histoire sur le temps, ce juge implacable qui dilue la mémoire, mais n'efface pas les conséquences. C'est un examen cru de la justice, de ses imperfections, de ses engrenages lents mais sûrs, et de la moralité de ses décisions ultimes. C'est une exploration du repentir ou de son absence, chez un homme qui a eu près d'un demi-siècle pour réfléchir à ses actes. Et fondamentalement, c'est une chronique troublante sur la manière dont un crime commis en 1976, dans l'effervescence d'une autre époque, dans des circonstances qui soulèvent encore aujourd'hui des interrogations, résonne toujours en 2025, une vibration qui s'étend de l'obscurité d'un passé lointain jusqu'au présent le plus immédiat, jusqu'à la date exacte de son dernier souffle. Préparez-vous à plonger dans une affaire où les ombres du passé refusent de se dissiper, et où la vérité, parfois, est aussi insaisissable que la justice. Sommes-nous face à un acte final de rétribution méritée, ou serons-nous témoins d'un dénouement qui soulève plus de questions que de réponses sur l'âme humaine et le sens de la punition? Hattiesburg, Mississippi. Janvier 1976. La ville, comme tant d'autres dans le sud profond des États-Unis, s'éveillait lentement chaque matin sous un voile de calme apparent. C'étaient des jours qui, rétrospectivement, semblent plus simples, plus innocents. Les maisons en bois se dressaient fièrement, séparées par de vastes jardins qui invitaient à la vie en plein air. À cette époque, les verrous sur les portes n'étaient souvent guère plus qu'une formalité, un geste de précaution plutôt qu'une barrière infranchissable face au danger. La confiance était la monnaie d'échange dans les petites communautés.
Mais cette illusion de sécurité était sur le point d'être brisée, laissant une blessure profonde dans l'âme de Hattiesburg. Dans l'une de ses maisons, enveloppée de la tranquille dignité de son foyer, vivait Edwina Martha, une femme de 37 ans. Femme d'affaires, dotée d'un esprit affûté pour les affaires et, tragiquement, récemment veuve. Son mari, un entrepreneur à succès, était décédé récemment, la laissant avec un héritage considérable, un patrimoine qui, sans qu'elle le sache, allait devenir une cible, une marque invisible peinte dans son dos. Edwina, ignorante de l'obscurité qui s'abattait sur elle, vivait avec le poids de son deuil et la promesse d'un avenir incertain, mais jamais avec la crainte que sa richesse ferait d'elle une proie. Le 12 janvier, un jour nuageux et froid, la sonnette retentit. Edwina, avec la candeur que l'époque permettait, ouvrit la porte à un inconnu qui, avec un sourire forcé et une voix monotone, déclara avoir un colis pour elle. Un message, une livraison, un prétexte aussi simple qu'efficace. Edwina, sans soupçonner le piège, le laissa entrer, invitant sans le savoir la mort dans sa propre maison. La porte se referma derrière lui, scellant le destin d'une vie. Edwina Martha ne ressortit jamais vivante. Sa maison, auparavant un sanctuaire de paix, allait devenir la scène d'un crime qui ébranlerait les fondements de la confiance communautaire. Cet homme, c'était Richard Jordan. Il entra dans cette maison non pas avec un colis, mais avec une arme dissimulée et une mission précise: enlever Edwina pour demander une rançon. La richesse de la veuve était l'appât. La promesse d'une fortune facile l'avait poussé à franchir la ligne de la moralité. Mais quelque chose tourna terriblement mal. Les plans soigneusement établis s'effondrent souvent dans le chaos de la confrontation humaine. Y a-t-il eu résistance? Un cri? Une erreur fatale dans l'exécution du plan? Selon les rapports de police et de justice, la femme fut arrachée de chez elle et emmenée dans les profondeurs de la forêt de Pine Belt, à la périphérie de la ville. Un lieu de peines majestueux et de silence accablant. L'endroit idéal pour qu'un crime disparaisse sans laisser de traces, pour qu'un corps soit perdu à jamais. Là, dans la solitude oppressante de la nature, sans témoin, sans possibilité de fuite ni d'aide, Richard Jordan lui tira une seule balle dans la tête. Un acte froid, définitif, qui mit fin à la vie d'Edwina Martha, et scella le destin de Richard Jordan. Ensuite, avec une brutalité calculée, il l'enterra, croyant que le secret resterait enfoui sous terre. Le désespoir de la famille, l'incertitude de la police, la recherche incessante, tout cela se prolongea durant des jours qui semblèrent des siècles. Mais le secret de Richard Jordan ne résista pas au poids de sa propre conscience, ou peut-être à la pression de l'enquête. Le corps d'Edwina Martha fut retrouvé, non pas grâce à une piste découverte par un génie médico-légal, mais grâce à une confession, la sienne. Ce fut la voix de Jordan, brisée ou résignée, qui guida finalement les autorités jusqu'au lieu de l'horreur. Un tournant macabre qui scellait non seulement la culpabilité de l'assassin, mais aussi la cruelle vérité de ce qui s'était passé dans cette forêt idyllique. Qu'est-ce qui l'a poussé à avouer? Cette question continuerait de résonner, même des décennies plus tard, alors que Richard Jordan attendait sa propre fin. La découverte du corps d'Edwina Martha et l'aveu de Richard Gerald Jordan ne résolurent pas seulement un crime atroce, ils déclenchèrent une onde de choc qui traversa tout l'État du Mississippi. Une question s'installa dans l'esprit de tous, un écho troublant dans chaque conversation. Qui était ce jeune homme de seulement 29 ans, avec une vie apparemment normale, qui avait planifié et exécuté un crime aussi froid et méticuleux? L'image d'un assassin implacable, dissimulé sous une façade de normalité, était une idée terrifiante. Richard Gerald Jordan ne correspondait pas au profil du criminel ordinaire tel que la société l'imaginait. Il n'était pas un récidiviste avec un passé violent. Au contraire, on le considérait comme intelligent, même doté d'études universitaires inachevées, un signe de potentiel interrompu. Il n'avait pas de casier judiciaire connu, ce qui rendait sa participation à un enlèvement et un meurtre encore plus déconcertante. Ce qui surprenait réellement les enquêteurs et le public, c'était la froideur avec laquelle il avait accompli l'acte et la rapidité avec laquelle, finalement, il avait avoué. Quel genre d'esprit opère avec un tel détachement? Son explication fut aussi directe que perturbante. Il l'avait fait pour de l'argent. Avec une simplicité glaçante, il affirma qu'on lui avait payé pour commettre le crime, une mission macabre qui faisait de lui un exécuteur à gages.
Cette déclaration ouvrait la porte à un réseau criminel plus vaste, à l'idée que Richard Jordan n'était qu'un pion sur un échiquier plus complexe. Mais malgré ces affirmations, la vérité sur un éventuel complice n'émergea jamais. Aucun second responsable ne fut identifié. L'enquête s'enlisa à ce stade, laissant un fil non résolu qui alimenterait le doute pendant des décennies. Mentait-il pour diluer sa culpabilité, ou le véritable cerveau du crime avait-il échappé à la justice? Au procès, le ministère public fut catégorique. Convaincu que la confession de Jordan suffisait et que ses affirmations sur un commanditaire n'étaient qu'une tentative de diversion, ils soutinrent fermement que Jordan avait agi seul. Pour eux, il était à la fois le cerveau et l'auteur matériel. Ils plaidèrent avec vigueur qu'il avait tout planifié avec un esprit criminel, exécuté l'acte avec une froideur calculée et dissimulé le crime avec détermination, jusqu'à ce que le poids de la culpabilité ou la pression de l'enquête le pousse à avouer. La version du ministère public présentait Jordan comme un loup solitaire, un prédateur qui avait agi par pure cupidité, sans influences extérieures. La défense, quant à elle, tenta désespérément de construire un récit différent. Ils cherchaient à humaniser un homme qui semblait dénué d'émotion. Ils affirmèrent que Jordan avait été manipulé, qu'il n'était pas le cerveau derrière le crime, mais un outil entre les mains d'autres personnes. De plus, ils tentèrent d'introduire l'idée qu'il souffrait d'un profond trouble dépressif, une maladie qui l'aurait rendu vulnérable et l'aurait poussé à prendre des décisions qu'il n'aurait jamais envisagées dans un état mental sain. Ils plaidaient qu'il avait besoin d'aide, pas d'une injection létale, que la prison et un traitement étaient la réponse, non la mort. C'était un appel à la compassion, à voir au-delà de l'acte et à reconnaître la complexité de l'esprit humain. Mais la défense échoua. L'histoire d'un homme solitaire, motivé par l'argent, et sa confession guidant les autorités jusqu'au corps, pesèrent plus lourd. Le verdict fut clair et catégorique, coupable de meurtre capital. Et avec cette culpabilité, arriva la peine la plus sévère que l'État pouvait imposer, la peine de mort. Le jury et le juge ne virent pas un homme manipulé ou déprimé, mais un meurtrier, un homme qui méritait la punition suprême. Le destin de Richard Gerald Jordan fut scellé ce jour-là, un aller simple vers le couloir de la mort, en attendant une fin qui mettrait près d'un demi-siècle à arriver. Était-ce là une justice inébranlable ou l'écho d'une énigme irrésolue? La question plane encore dans l'air du Mississippi. Ce qui suivit la condamnation initiale de Richard Gerald Jordan fut une saga judiciaire écrite avec l'encre du temps et de la frustration, devenant l'une des affaires les plus longues et tortueuses de l'histoire judiciaire du Mississippi. Un labyrinthe légal qui mettrait à l'épreuve la patience du système, des familles des victimes et la santé mentale même du condamné. Richard Jordan fut condamné à mort pour la première fois en 1976. Pour beaucoup, la justice avait été rendue. Mais cette première condamnation, loin d'être la fin, n'était que le début d'une odyssée juridique. En 1977, un an après sa sentence, sa condamnation fut annulée pour des erreurs survenues au cours du procès. Un répit inattendu pour Jordan, mais un coup dévastateur pour la famille d'Edwina Martha, qui voyait s'échapper la clôture espérée. Quelles erreurs de procédure avaient été si graves pour renverser une peine de mort? L'espoir d'une justice rapide s'évanouissait. Mais le système ne renonça pas. Jordan fut de nouveau jugé. Les preuves, les témoignages, la confession, tout fut réexaminé. Et une fois de plus, il fut condamné à mort. Il semblait que la roue de la justice avait tourné en sa faveur, uniquement pour le ramener au même point de départ. La peine capitale planait de nouveau au-dessus de sa tête. Et ainsi commença le cycle. Il fit appel et encore une fois, l'affaire fut annulée. Une nouvelle victoire juridique, un nouveau revers pour le parquet, une nouvelle éternité d'attente pour Jordan. Cette danse macabre entre condamnation et annulation s'étendit sur plus de 4 décennies, transformant l'affaire Richard Jordan en un symbole de la complexité et parfois de l'inefficacité du système judiciaire américain. 4 procès, avec des jurys différents, des preuves nouvelles et d'anciens fantômes. 6 condamnations, chacune une promesse d'une fin qui ne venait jamais. Et de multiples appels, tant fédéraux qu'étatiques, chacun une bataille juridique livrée dans les plus hautes juridictions du pays. Chaque nouveau procès, chaque appel,
soulevait différents aspects qui révélaient les failles possibles du mécanisme judiciaire. Mauvaises instructions au jury, des erreurs dans les directives données aux jurés, susceptibles d'influencer indûment leur délibération et le verdict. Les jurés étaient-ils pleinement conscients de toutes les complexités de l'affaire ou de leurs droits et responsabilités? Preuves irrecevables. L'inclusion ou l'exclusion de preuves ne répondant pas aux normes juridiques strictes, pouvant avoir biaisé le résultat du procès. Le jury a-t-il eu une image complète et juste des faits? Représentations juridiques inadéquates. Allégations selon lesquelles les avocats de la défense de Jordan n'auraient pas assuré une défense compétente et adéquate, un droit fondamental pour tout accusé. Jordan a-t-il eu une véritable chance de se défendre ou fut-il victime d'une incompétence légale? Questions éthiques sur le maintien prolongé dans le couloir de la mort. Ce point, le plus douloureux et philosophique, interrogeait la moralité de garder un homme dans le couloir de la mort pendant une période aussi longue. Est-il juste, est-il éthique, de soumettre un individu à l'agonie d'une attente de 47 ans, vivant chaque jour avec la certitude d'une mort imminente? L'attente devient-elle en elle-même une forme de torture cruelle et inhumaine? L'histoire de Richard Jordan est un rappel sombre que la justice n'est pas toujours un chemin rectiligne, mais souvent un sentier tortueux, parsemé d'embûches, d'erreurs et de dilemmes éthiques. Son affaire est devenue un symbole des défis inhérents à la peine de mort et de la quête de vérité dans un système imparfait. Et à mesure que la date de son exécution approche, la question persiste. Sera-ce enfin la fin d'un cycle ou un nouveau chapitre dans l'éternelle recherche d'une justice véritable? Extrait fictif, voix d'un expert juridique imaginaire, c'est un cas paradigmatique. Non pas parce que Jordan était innocent, mais parce que le système est devenu une partie de la punition. On l'a condamné autant de fois qu'il avait d'années, et la justice est devenue un processus circulaire. L'affaire de Richard Gerald Jordan n'est pas seulement un labyrinthe judiciaire, c'est une histoire de résistance et en même temps de dévastation psychologique. Car aucun autre condamné à mort aux États-Unis n'avait passé autant de temps à attendre son exécution que Jordan. 58 ans. C'est un chiffre qui défie la compréhension, un témoignage de la lenteur du système et de la cruauté inhérente à l'attente dans le couloir de la mort. De 1976 jusqu'à ce funeste 25 juin 2025, l'horloge a marqué 17 854 jours passés derrière les barreaux. Plus de la moitié d'entre eux dans un isolement quasi total, une torture silencieuse qui ronge l'âme. Imaginez la solitude, le silence étouffant d'une cellule de 2 fois 3 mètres, le monde extérieur réduit à une fente dans la porte. Que fait un esprit humain pendant près de 5 décennies d'enfermement, en sachant que chaque jour pourrait être le dernier? Jordan fut un témoin muet de l'histoire qui se déroulait hors des murs de sa prison. Il a vécu le changement de siècle, le passage au nouveau millénaire, comme un spectre ancré dans le passé. Il a vu défiler des présidents et des administrations sans que son destin ne change. Il a même été témoin du changement du mode d'exécution au Mississippi, passant de la chaise électrique à l'injection létale, une ironie macabre de l'évolution de la justice, tandis que sa propre vie restait suspendue. Au fil des décennies, Richard Jordan a montré un changement évident. L'homme qui fut un jour l'assassin énigmatique ou le manipulé s'est transformé en un vieillard fatigué. En 2012, un tournant surprenant. Il a écrit une lettre demandant que sa peine soit exécutée. « Je suis fatigué », déclara-t-il avec une clarté désarmante. « Je n'ai plus peur de la mort. » Cette confession de fatigue et non de culpabilité révélait le désespoir profond d'un homme qui préférait la faim à la torture de l'attente. Était-ce une reddition finale ou un acte de défi? Cependant, malgré son souhait, les appels ont continué pour des raisons légales. Le système, dans sa complexité, se meut parfois par inertie, par protocole, au-delà de la volonté de l'individu. Les avocats, engagés à défendre les droits, poursuivaient chaque recours, prolongeant l'agonie de Jordan, parfois même contre son gré. Un criminologue fictif, dont la voix résonne avec l'expérience d'avoir étudié d'innombrables affaires comme celle de Jordan, offre une perspective glaçante. La détérioration psychologique dans des cas comme celui de Jordan est profonde. Vivre sous condamnation sans savoir quand on mourra, avec l'épée de Damoclès suspendue en permanence au-dessus de la tête, produit des effets comparables à la torture prolongée. C'est une érosion constante de l'esprit, de l'âme. L'espoir devient un fardeau et l'incertitude le pire des châtiments. Jordan fut un spectateur forcé de la macabre danse du couloir de la mort.
il fut témoin de l'arrivée et du départ d'autres condamnés. Certains, exécutés en quelques mois ou quelques années, virent leur sort rapidement scellé. D'autres, grâce à des retournements de situation inattendus, furent libérés pour cause d'innocence, disculpés par de nouvelles preuves ou des erreurs judiciaires. Mais lui restait là, toujours là, une ancre immobile dans le flot constant de vie traversant ce couloir de la mort. Un fantôme d'une justice interminable, attendant une fin qui mit près d'un demi-siècle à se concrétiser. Son histoire est un rappel glaçant des coups humains, non seulement du crime, mais aussi d'une justice qui s'étire indéfiniment. Le calendrier indiquait le 25 juin 2025, une date gravée au fer rouge dans l'esprit de Richard Gerald Jordan et dans les registres de l'État du Mississippi. Ce jour-là, la fin inévitable d'une ère de litiges interminables et d'attentes angoissantes devint douloureusement réelle. L'État du Mississippi confirma, avec la froideur d'une annonce officielle, que tous les recours avaient été épuisés. Chaque faille légale, chaque issue possible s'était refermée. Il n'y avait plus d'astuce, plus de délai. Le temps, enfin, avait rattrapé Richard Jordan. La Cour suprême des États-Unis, dernier espoir pour tant de condamnés à mort, refusa d'examiner son dossier. Par cette décision, la porte à toute intervention fédérale se referma définitivement, comme une porte qui claque en scellant un destin. Puis vint le dernier recours de la clémence, la supplique ultime. Mais le gouverneur du Mississippi n'accorda pas de grâce. La signature sur ce document, ou son absence, fut le dernier clou dans le cercueil de Richard Jordan. La politique, la loi et la rétribution s'étaient alignés pour garantir que la peine soit exécutée. À 18 h, l'heure prévue pour sa dernière marche, Richard Jordan devait être conduit dans la salle d'exécution de la prison d'État de Parchman. Parchman, un nom qui évoque les plantations du Sud et un passé sombre, une pénitentiaire enveloppée de légendes et d'horreurs. Derrière ces murs, la salle d'exécution attendait, un espace stérile conçu pour la fin, pour le silence définitif. Imaginez le poids de ces instants. Les pas de Jordan résonnant dans les couloirs, chacun un écho des 17 854 jours passés enfermés. La respiration retenue des gardiens, le pouls accéléré de ceux qui l'accompagnaient dans ce voyage sans retour. Un homme de 78 ans, fatigué, qui avait demandé la fin de son agonie, l'affrontait maintenant. Quelles pensées traversèrent son esprit alors qu'il avançait vers le point de non-retour? Un dernier éclair de repentir, l'acceptation froide de l'inévitable, ou un souvenir fugace de ce mois de janvier 1976 à Hattiesburg, quand sa vie prit le tournant le plus sombre. L'histoire de Richard Jordan, si longue et complexe, culminait en ses minutes finales, dans le silence d'une salle qui avait déjà vu trop de fins. Le dernier chapitre était sur le point d'être écrit, non avec des mots, mais avec un acte irréversible. L'affaire Richard Jordan soulève de nombreuses questions. Est-il juste d'exécuter quelqu'un presque 50 ans après le crime? S'agit-il encore de peine capitale, ou plutôt de peine d'épuisement? La société tire-t-elle un bénéfice à maintenir en vie une personne pendant un demi-siècle juste pour la tuer ensuite? De nombreux militants questionnent si l'affaire reflète une justice efficace ou un système brisé. Le problème n'est pas de savoir s'il méritait de mourir. C'est que le processus a été si long que cela ne ressemblait plus à de la justice, mais à une vengeance sans fin. Richard Jordan mourra à 78 ans. Il a vécu plus d'années enfermé que libre. Il a tué une femme qui lui faisait confiance. Et pour cela, l'État a décidé qu'il devait mourir, presque un demi-siècle plus tard. Il n'a pas été exécuté pour ce qu'il était en 2025, mais pour ce qu'il avait fait en 1976. C'est là tout le dilemme de la peine de mort. Elle ne tue pas l'assassin d'alors, mais le vieil homme qu'il est devenu. Cela a-t-il servi à quelque chose? Cette réponse ne se trouve pas dans le dossier judiciaire. Elle est dans ceux qui continuent de croire que justice et temps peuvent coexister, ou dans ceux comme Edwina Marta qui ne purent jamais rentrer chez eux.